Deuxième plateau pour l'émission Le Monde en 7, toujours avec mes deux invités, Firmin Teko Agbo et Samson Maoulolo Arlinja. Nous allons partir maintenant du côté de la République démocratique du Congo. En RDC, le Front commun pour le Congo, le FCC de l'ancien président Joseph Kabila se dresse contre le projet de révision de constitution présenté par le président Félix Tshisekedi la semaine passée. Dans un communiqué diffusé dimanche 27 octobre dernier, au soir, la coalition de l'ancien président a appelé à faire barrage à la réforme via une mobilisation. Le camp de Joseph Kabila avait également voulu modifier la Constitution en 2015, on s'en rappelle, y renonçant après l'indignation de la rue et de l'Église. L'histoire se répète avec de nouveaux acteurs. Je voudrais dire deux choses. C'est interdit de modifier les constitutions. Moi, je suis un défenseur de modifications. Parce qu'il y a toujours cette phrase que je répète sur tous les médias tout le temps, dans toutes les constitutions. On dit l'initiative de révision appartient concurremment au chef de l'État, au Premier ministre et à un cinquième des députés. C'est la même phrase. Au moins, la substance y est dans presque toutes les constitutions. Ça veut dire que toutes les constitutions sont modifiables. Quelqu'un qui modifie une constitution, est-ce que c'est mauvais? Ce n'est pas interdit. D'autres parleront de la morale et autres. Mais textuellement, quand on parle de texte, il n'y a rien qui interdise quelque modification que ce soit. D'aucuns parleront encore de la rétroactivité ou du principe de non-rétroactivité de la loi. Mais c'est la loi, c'est deux camps. Il y a des gens qui soutiennent le principe de la non-rétroactivité. Les gens disent oui, la loi, ça rétroagit quand il s'agit de la loi pénale la plus douce. Donc, c'est-à-dire il y a tout un débat autour de ça. Mais quand Tshisekedi va se mettre, ou propose aujourd'hui cette modification de la Constitution, moi je dis, ce n'est pas mauvais, ce n'est pas interdit en soi, même si on connaît un peu l'idée. Maintenant, la Constitution, moi je le rappelle, elle a été votée en 2006. À l'époque, bien sûr, on étudiait le droit et on suivait ça tous les matins parce qu'on nous en parlait régulièrement dans les amphis. On dit, c'est un État, avec la nouvelle Constitution de 2006, c'est un État fort, unitaire, fortement décentralisé. Ça fait déjà 18 ans. Est-ce qu'on peut modifier aujourd'hui cette constitution? Oui, selon la loi. Regardez la constitution française, elle a été votée et promulguée en 1958. Et cette constitution a été modifiée à plus de 25 fois. Ça veut dire pratiquement chaque 2 ans, on modifie la constitution française. Et si à 18 ans après, on décide de modifier ou de porter une réforme à une constitution en Afrique, est-ce que c'est mauvais? Ce n'est pas interdit. Moi, il est dans son droit, mais sauf qu'aujourd'hui, on peut lui reprocher un certain nombre de choses. Alors, ce que moi je propose, je sais que c'est une question de limitation de mandat. Moi, je dis, pour éviter tous ces problèmes-là, sauter les verrous de limitation de mandat. Parce que dans la Constitution, on dit le président de la République, il est rééligible une seule fois. Alors que quand l'autre vient, il dit encore, donc si je modifie avec le principe de la non-rétroactivité, j'ai encore la possibilité de faire un mandat de plus, j'ai encore la possibilité de faire 2 mandats de plus. Alors, dans ce cas, on saute les verrous et puis on n'a plus de problème. Regardez un peu ce qui se passe avec Talon. Et des gens se disent, il a encore la possibilité de se présenter parce qu'il est venu et il a fait modifier la Constitution. Ça veut dire encore, il lui reste un mandat. Donc, juridiquement, ces juristes peuvent défendre cette hypothèse-là. Alors, Tshisekedi, on sait que c'est quelqu'un, quand il est venu au pouvoir, c'est comme moi je le dis, quand on faisait des émissions ici, il y a de cela plus de peut-être 5 ans, 4-5 ans, moi je disais, c'est quelqu'un qui a passé toute sa jeunesse dans les discothèques belges. Et donc, que Kabila a coopté à un moment donné, et il a eu confiance en lui. Là, il s'est dit non, c'est un novice en politique, il ne comprend pratiquement rien. Donc, je vais faire des alliances avec lui. Il arrive au pouvoir, il fait un mandat ou 2 mandats, et après, je reviens. Alors, quand Tshisekedi arrive au pouvoir, il y a des gens dans l'eau qui sont allés lui dire, monsieur, c'est toi qui as le pouvoir. Et du moment où il s'en est aperçu, il a commencé par casser tous les codes. Il a dénoué toutes les alliances qu'il a eues avec Kabila. Aujourd'hui, il est devenu le chef. Et il se dit, mais je ne peux plus laisser le pouvoir comme ça parce qu'il a des gens qui le soutiennent derrière. Alors Tshisekedi, qu'est-ce qu'il faut lui faire? Moi, je dis, on ne pourra rien lui faire. Peut-être il y a des voix qui vont se lever, mais il va se dire en réalité qu'il est dans ses droits de modifier la constitution de la République démocratique du Congo. C'est bien parce que toutes les constitutions portent en elles-mêmes les articles qui permettent de les modifier. Mais on sait que le problème devient un problème politique sur le continent parce que ce genre de modification porte des conséquences. Exactement, c'est ce qui se passe lorsqu'on fait un copier-coller qui ne correspond pas à la réalité. On instaure des institutions qui ne sont conformes à rien d'endogène à votre réalité quotidienne. Je ne serais peut-être pas d'accord parce que, vous savez, la limitation des mandats a été instaurée pour éviter que des guerres à répétition
Ok. Donc, c'est ce qui se passe lorsque justement on a des constitutions qui ne correspondent pas à vos réalités endogènes. Et je ne serais pas d'accord avec Firmin Teko Agbo parce que la limitation des mandats, qui est un cas d'école, c'est-à-dire c'est George Washington qui a décidé de ne pas se présenter plus de 2 fois. Et c'est devenu après un principe sacro-saint de la démocratie et ça s'est exporté après sur d'autres territoires. Mais lorsque les institutions ne sont pas bien établies à la base, lorsque le jeu politique n'est pas assez équitable, permettre à un même individu de rester au pouvoir pendant 2, 3, 4, 5, 6 mandats est risqué parce qu'après le 2e mandat, la personne va maintenant mettre en place tout ce qu'il faut pour rester là-bas ad vitam aeternam. Et ce qui va se passer, c'est quoi? Même dans l'ancien temps, il y avait l'alternance. C'est-à-dire, tu n'es pas d'accord avec l'empereur ou le roi, constitue une armée, chasse de l'argent, combat-le. Si tu arrives à le vaincre, là, les Chinois le disent très bien, c'est que la volonté du ciel a changé de camp. C'est maintenant toi que le ciel a choisi. Gouverne jusqu'à ce qu'un autre jour, un général aussi, arrive à ne pas être d'accord, qui trouve aussi les armes, qui te combattent. C'était ça. Mais ça, c'est ce répétitif de violence et de conflit empêcher les pays d'évoluer. Parce que lorsqu'une personne vient après 400 ans prendre le pouvoir, il saccage les villes, il détruit tout, et il fait maintenant 200 ans, il fait la même chose. Après ça devient répétitif. C'est pour ça qu'on s'est dit, si la personne vient faire 2 mandats et elle part, elle peut dans son propre parti politique trouver des gens qu'il va coopter pour rester au pouvoir. Et je pense que c'est ce qu'il faut faire. Si vous avez un agenda au niveau de votre parti politique que vous voulez défendre, vous n'êtes pas le seul à pouvoir le faire. Il y a des pays en Afrique comme la Namibie, le Botswana, qui n'ont eu qu'un seul parti depuis leur indépendance. Mais ils ont plusieurs présidents. C'est pour vous dire qu'il n'y a pas d'alternance au niveau du parti, mais les individus changent. Et là, même si le jeu politique est un peu truqué ici et là, je pense que c'est plus intelligent et c'est plus respectueux des populations que de dire on saute carrément les verrous et cette personne reste là-bas ad vitam aeternam. Parce que si la personne reste là-bas 2 autres mandats, il ne partira pas après 3 mandats ou après 4 mandats. Il va rester là-bas jusqu'à ce qu'il soit fatigué du pouvoir, jusqu'à ce qu'il ne meure. Parce qu'en temps, il aura commis des actes de corruption, il aura mis la main dans beaucoup de choses pas claires, et il va s'imaginer, si un jour il quitte le pouvoir, il sera trahi devant les tribunaux, on va appeler son enlevez-vous et témoigner. Si vous voyez, c'est un peu humiliant pour un ancien chef d'État, il se retrouve dans cette situation. Alors, moi, je dis arrêtez, c'est encore ça, les réalités africaines dont on parlait. C'est ça, au fait. Vous savez, quand vous voyez presque tous les pays d'Europe, c'est par rapport à leur réalité. Quand on voit la Grande-Bretagne, c'est par rapport à sa réalité. La Grande-Bretagne, par rapport à sa réalité, a adopté le régime parlementaire. En se disant... Parce qu'ils ont eu un roi qui ne voulait pas gouverner. Oui, qui préférait faire la fête. Donc, de facto, même il était devenu... de l'Allemagne à l'époque. Exactement. La Prusse à l'époque. Oui. Et maintenant, ils ont dit, bon, entre vous, gouvernez. Et nous, on est là, on joue le rôle d'arbitre. Votre Premier ministre vient, me rencontre 2 fois par semaine. Et moi, je vois. Et puis, je le nomme. Et je peux dissoudre l'Assemblée. Et puis, c'est fini. Donc, c'est par rapport à leur réalité. Quand vous allez aussi en Espagne, c'est la même réalité. Ils ont gardé la monarchie. Moi, il y a une phrase dans la Constitution espagnole qui dit la République, l'Espagne est une monarchie parlementaire. C'est par rapport à leur réalité. Les Français, ils ont aussi essayé avec la monarchie, les républiques sont dans la 5e République. C'est par rapport à leur réalité. Par exemple, Angela Merkel, elle avait la possibilité de terminer son 4e mandat. Mais il y a 16 ans déjà, elle dit non, moi je suis fatigué, mais je me retire et je fais organiser des élections. C'est par rapport à leur réalité. Donc, quand on voit un peu l'histoire, c'est pas que je fais l'apologie des régimes durs et tout ça, mais quand on voit un peu l'histoire, ces États-là se sont construits dans la monarchie. Il y a un roi qui est là, et puis qui avait mais qui avait aussi une certaine ambition. Les gens étaient patriotiques, ils avaient une certaine ambition. Moi, je pense que c'est ce qu'il faut aujourd'hui développer en Afrique, depuis la base. Oui, mais ce que vous dites est très intéressant, mais je pense que Samson avait posé dans le plateau précédent une petite question qu'il faut analyser sous ce prisme. Lorsqu'on a nos États qui sont, j'ai envie de dire, un conglomérat d'ethnies. Comment on arrive à se regrouper et à dégager quelqu'un pour être le chef? Et vous le voyez dans chaque pays africain, le jeu politique est fortement tribaliste. Souvent, les gens n'aiment pas en parler, que ce soit au Togo, que ce soit au Ghana. Au Ghana, si vous arrivez à sécuriser le vote d'Ashanti, vous avez gagné les élections. Si vous n'arrivez pas à aller parler à l'Ashanti aîné et qu'il est d'accord pour vous soutenir, vous avez perdu les élections. Vous pouvez tout faire, vous pouvez avoir le meilleur programme pour le Ghana possible. Au Togo, c'est pareil. C'est-à-dire, on a un clivage, comme je l'ai dit, entre le principal parti d'opposition et le parti au pouvoir. Souvent, les idées ne sont pas différentes. C'est qu'il y a un clivage historique
historique. Il y a des gens qui se considèrent comme les héritiers du premier président assassiné et qui tassent les autres d'être les auteurs de ce crime-là, et qui considèrent qu'ils sont les garants du Togo libre et démocratique et que les autres sont des imposteurs. Et les autres pensent que, bon, vous aussi, vous êtes là-bas, pendant longtemps, vous avez fait des trucs bizarres, donc maintenant que nous sommes là, nous avons aussi. Et c'est devenu, finalement, un jeu à fondation historique et ethnique. Et non pas vraiment un jeu politique. Et par exemple, nos tests là, nous les importons, c'est tout. Des tests qui nous s'adaptent à nos réalités. Parce que par exemple, quand vous voyez la plupart des pays francophones, c'est la constitution française copier-coller. Des choses qui nous s'adaptent nullement à nos réalités. Ce qu'il faut aujourd'hui, moi je me dis, il faut une sensibilisation depuis la base. Pour se dire, parce qu'on ne peut pas sortir de là aujourd'hui. C'est comme nous sommes. J'aimais cette phrase, quelqu'un qui m'a dit, mais le Ghana et le Togo sont condamnés à vivre ensemble. Nous sommes condamnés à vivre ensemble. Alors ce qu'il faut, c'est qu'il faille mettre un accent sur la sensibilisation depuis la base. Qu'on se dit, qu'on sorte de cet esprit de tribalisme, d'ethnicité, d'ethnocentrisme, qu'on arrive à construire des nations. C'est ce que les autres ont réussi. Je ne pense pas que... Je pense qu'on peut arriver à construire des républiques ou des nations, mais en tenant compte de cette divergence-là. Les pays d'Amérique latine, il y a des pays qui se sont proclamés des républiques plurinationales pour reconnaître que chaque ethnie, parce que l'ethnie c'est la nation. Souvent les blancs disent que c'est une tribu, c'est une ethnie, mais au fait c'est une nation, parce que c'est là où on trouve la continuité entre le passé, le présent et le futur. Qu'on le veut ou pas. Ce n'est pas au niveau de l'état artificiel que ça se trouve. Non, donc l'ethnie c'est une nation. Mais la France a plusieurs ethnies. Non, malheureusement, la France, il y a des Celtes, des Gaulois, mais depuis longtemps c'est aplani. Parce que certaines personnes ont pu dominer les autres. On peut les massacrer. Et maintenant, le français, dans la langue française, il y avait 7% de Gaulois. Regardez même pas la Belgique. Il y a les Wallons. Et ils ont pris en compte cette réalité pour construire leur État. Ils n'ont pas voulu dire ça n'existe pas, on va cohabiter ensemble. Malheureusement, nos États en Afrique ne prennent pas en compte cette réalité. Le feuilleton Kenya qui se déroule actuellement, c'est un peu ça. C'est-à-dire, au Kenya, si vous n'arrivez pas à avoir les votes de Kikuyu, vous ne pouvez jamais gagner. Donc, que vous soyez de n'importe quel bord politique, que vous soyez les meilleurs possibles, vous devez trouver un co-lycée Kikuyu qui vous accompagne d'avoir une démarche politique. Sinon vous n'allez jamais gagner. Ouais, un peu. Et c'est dans tous les pays comme ça. Que ce soit au Nigeria ici, si les Igbo ne sont pas d'accord avec vous, vous ne gagnerez jamais. Si les Igbo, vous ne gagnerez jamais. Ouais, un peu. C'est un peu ce qui est dramatique. Maintenant, pour revenir à la RDC, donc ce pays a beaucoup de problèmes. Une modification de constitution, pourquoi pas? Si cette modification doit permettre à ce pays de régler les problèmes, et je ne pense pas que ce soit Tshisekedi encore au pouvoir pendant 5 ans, pendant 10 ans, qui sera la solution du Congo. Parce qu'il a malheureusement d'efficacité, surtout sur le plan militaire, parce qu'il n'est pas un militaire. On ne lui en veut pas pour ça, mais il n'a pas aussi su prendre les bonnes décisions militaires. Ce pays-là, je pense qu'à l'époque entre Lumumba et Kasavubu, il y avait un débat qui faisait rage. Entre le fait de choisir un État fédéral et un État unitaire. Ça m'écoeure que le Nigeria, qui est beaucoup moins grand que la RDC, est un État fédéral et que la RDC se refuse à ce fédéralisme-là en disant lorsqu'on ira au fédéralisme, il y aura des sécessions par ici et par là et le pays va se diviser en plusieurs. Je pense qu'aujourd'hui, les gens du Katanga et les gens d'ailleurs ne sont plus dans cette idée de se proclamer un État indépendant, mais qu'ils gagneraient à avoir plus d'autonomie. Et si on m'avait dit tout à l'heure que cette constitution-là serait le passage en État fédéral, j'allais être le premier à applaudir, parce que peut-être que ce qui manque aux régions qui sont attaquées comme les régions du Lituri et du Kivu, c'est un peu plus d'autonomie pour pouvoir affronter directement les rebelles et qu'il faut attendre tout le temps que l'État fédéral envoie les gens pour pouvoir vous aider. Aux États-Unis, c'est très bien. Au niveau des États, on a la garde nationale avant d'avoir l'armée américaine. Et les États aussi ont un système de manœuvre qui leur permet de réagir facilement face à des situations de danger sécuritaire. On n'a pas ça au Congo, ce qui est assez dommage. Non, je pense que c'est la norme que vous défendez, mais sauf qu'en réalité, est-ce que le Congo est indépendant? La République démocratique du Congo n'est pas indépendante, bien sûr, même si l'indépendance est sur le papier. En réalité, ceux qui dirigent le Congo belge, si je peux me le permettre, ceux qui dirigent ce Congo-là, ce sont les Occidentaux. Ils se sont partagés le gâteau depuis et ils continuent. Et eux, ils se nourrissent de ce désordre. Autant il y aura du désordre, autant on pourrait facilement continuer de piller le pays. Si ce que dit n'est pas maître de la situation, il ne comprend rien, il ne comprend rien. Oui, mais ce n'est pas quelqu'un qui lui a dit de sauter le vélo de la limitation des mandats. Ça c'est pour rester là-bas, pour être un peu plus à l'aise. On s'assure qu'on a un certain nombre de soutiens. Toujours. Et à l'international, c'est que quand vous modifiez les constitutions, on ne vous reproche plus un certain nombre de grandes choses. Parce qu'aujourd'hui, on fait la guerre au niveau de l'Ukraine, Russie, il y a des gens qui ne disent plus rien au Conseil de sécurité. Le Hamas et Israël se tiraillent tous les jours, s'entretuent, mais on ne dit plus rien. Donc c'est qu'à l'international, il n'y a plus tellement de pression. Donc on peut se permettre la meilleure des choses, c'est de se dire, j'ai des gens derrière moi et j'essaie de
garantir leurs intérêts. Regardez, c'est ça en fait. Donc, c'est ce que dit, c'est pas le maître du jeu. C'est un calcul assez dangereux. Quand on vient d'échapper à une tentative de coup d'État il y a quelques mois, et c'est ce qu'on trouve à faire, c'est assez dangereux. L'armée de la RDC n'est pas comme l'armée du Sénégal. Ce n'est pas une armée qui ne se met jamais de politique. Si la situation s'envenime et que ça aboutit à une paralysie de l'appareil d'État, je pense que c'est un armée qui pourra prendre en guillemets ses responsabilités, et ce qui serait dommage au fait. Une question aussi, aujourd'hui c'est le FCC de l'ancien président Joseph Kabila qui s'oppose à ce projet de révision constitutionnelle. Est-ce qu'il a des arguments quand lui-même en 2015 voulait modifier cette même constitution? Non, le problème c'est que Kabila lui veut revenir au pouvoir. C'est ce que moi je suis en train de lire. Il veut revenir au pouvoir. Ce n'est pas ce que lui et Tshisekedi se sont dit lorsqu'il laissait le pouvoir entre les mains de Tshisekedi. Ce qu'il veut, il veut revenir au pouvoir, parce qu'il sait que quand on laisse modifier la constitution, il sera difficile de revenir. Il sait que quand Tshisekedi il décide de le faire avec quelques soutiens, cela va passer. Et quand il décide de se présenter encore à la prochaine élection, il va gagner. Et donc, alors que lui, il a toujours son agenda. Il se dit, il est toujours jeune, il peut revenir. Et puis, il a des comptes à régler à Tshisekedi, parce que Tshisekedi, à un moment donné, l'aurait déçu. Donc, vous imaginez, donc c'est normal. C'est une question de lutte politique et d'ambition. Il appelle à la mobilisation, demande au peuple de se soulever pour s'opposer à ce projet. C'est le même soulèvement qu'il avait empêché le camp de faire la même chose. Donc c'est un argument qui peut jouer. Oui, pourquoi pas? Parce que je ne pense pas que le peuple congolais soit aussi ait la volonté ou le désir de revivre encore un régime à la Mobutu. Je pense que c'est un peu qui a fait du chemin depuis la chute du régime de Mobutu et qui est quand même attaché à cette valeur d'alternance à son sommet. Kabila, je pense qu'il avait conclu un accord de jeu de chaise musicale avec Tshisekedi, où tu viens, tu fais 2 mandats et tu me laisses revenir, je fais encore un mandat. Et actuellement, à la lutte des choses, il se rend compte que cet accord-là est en train de partir en vrille et qu'il doit prendre les mesures qu'il faut rapidement. Maintenant, reste à savoir si la personne de Kabila même, qui a eu une gouvernance assez impériale. Kabila n'a jamais été un tribun, il n'a jamais mobilisé les foules. C'était quelqu'un qui parle d'une voix assez grave et lancinante. Je veux savoir si son aura est capable de mobiliser la population pour que la population sorte de la rue. Mais il y a l'Église catholique qui a joué un rôle très important à l'époque et qui continue toujours par avoir la volonté de jouer sa partition dans la démocratisation du pays. Et je pense que cette église-là, lorsque le projet prendra forme, ne se laissera pas faire. Il y a aussi Moïse Katumbi qui est là, qui ne compte pas aussi se laisser faire. Mais vous savez que Kabila s'affiche beaucoup avec les chrétiens, donc... Oui, donc l'appel pourrait être suivi. Ce qui est sûr, cette modification ne se fera pas aussi facilement si le seul but, c'est de permettre à Tshisekedi de briguer un prochain mandat. L'un des arguments du camp présidentiel pour cette modification, c'est de dire aussi que cette constitution, l'actuelle, a été écrite à l'étranger, ce que dément le FCC. Dire qu'une constitution a été écrite, est-ce que c'est un argument pour la modifier? Même si la constitution a été écrite en RDC, regardez le contenu. Le contenu même étranger au pays. Donc ça ne veut rien dire. C'est que c'est des arguments qu'il ne faut même pas brandir. On sait l'idée, tout le monde le sait, il veut rester au pouvoir, il ne veut pas partir parce qu'il sait aussi que quand s'il partait, et sa sécurité, c'est ça, et s'il arrivera à passer une retraite paisible. Kabila est dans une retraite paisible. Kabila c'est un militaire. Non, pas celui-ci. C'est son père qui était militaire. Oui, mais c'est-à-dire dans l'armée, il connaît beaucoup de choses. Il s'est beaucoup frotté avec l'armée. Il a un certain nombre de connaissances militaires. Mais celui-là, par exemple, non. Je l'ai toujours dit, sa jeunesse, c'était dans les discothèques. Il a peur. Ce monsieur, au fait, il a peur, c'est tout. C'est la peur qui est en train dans la ligne aujourd'hui. Il se dit, il ne faut pas partir pour le moment. Et aussi, quand l'église catholique s'y mêle comme ça, moi, l'église catholique, sur ce point, en RDC, moi, je n'ai pas trop confiance. L'église catholique, c'est le Vatican. Le Vatican est présent en RDC. Vous imaginez, le Vatican est présent. Si la RDC est dans cette situation aujourd'hui, mais c'est parce qu'il y a les Français, il y a les Britanniques, il y a le Vatican. Qui sont aujourd'hui, il y a des missionnaires qui jouent toujours un rôle très important en ce qui concerne les ressources du pays. Donc, l'église catholique n'est pas totalement neutre en RDC. Elle n'est pas totalement neutre en RDC. Tshisekedi, non, par exemple. Kabila sait pourquoi il est toujours proche des catholiques. Il sait pourquoi il affiche sa chrétienté tout le temps. Vous dites en réalité, moi je suis avec vous. Il veut avoir un soutien. Mais au fait, moi je pense que ceux qui vont
départager, ou ceux qui vont jouer le franc jeu, ce sont les Américains. Si les Américains arrivent à laisser tomber Tshisekedi, moi je pense qu'il lui sera difficile de se positionner pour le prochain mandat. Pendant ce temps, sur le plan sécuritaire, la situation se détériore toujours dans l'est du pays. Exactement. On parle le Kivu, l'Ituri aussi qui s'embrasse. Il y a aussi les provinces qui sont frontalières de la Burundi, qui paient aussi le prix fort des groupes rebelles qui utilisent la zone comme base arrière pour aller attaquer le Burundi. Il y a tout ça qui est assez grave. Je me demande, c'est-à-dire modifier la constitution, pourquoi pas, mais modifier la constitution pour répondre aux besoins des populations et non en évoquant des arguments fallacieux pour se dire cette constitution n'est plus d'actualité, elle ne garantit plus la stabilité, il faudrait qu'on la modifie pour se maintenir, pour répondre à des questions en guillemets existentielles de l'État, alors qu'on sait très bien que c'est plus des intérêts personnels qui sont derrière ces modifications-là. Donc la situation sécuritaire, comme vous l'avez dit, M. Samuel, Tshisekedi n'a jamais été assez efficace sur le terrain militaire, malheureusement. Je ne sais pas si c'est parce que l'armée congolaise, qui a été une armée complètement décousue après la débâcle de Mobutu, n'a pas pu se reconstituer. C'est l'impression qu'on a. C'est l'impression qu'on a parce que la mise ensemble des anciens rebelles de Kabila et des hommes de Mobutu ne s'est pas bien fait. On a eu élargi beaucoup de têtes, beaucoup de militaires compétents sont tombés, et l'armée depuis ce temps n'a pas pu se relever. On se rappelle qu'au cours de la deuxième guerre du Congo, il a fallu que les troupes namibiennes, zimbabwéennes viennent pour pouvoir repousser les agresseurs. Parce que l'armée même congolaise qui faisait peur à l'époque n'est plus que l'homme d'elle-même. Et malheureusement, que ce soit Kabila fils, que ce soit Tshisekedi, aucun effort réel n'est fait pour reconstruire cette armée-là. Je ne sais pas si c'est parce que il y a la peur que l'armée ne revienne au pouvoir si l'armée redevient assez solide. Je ne sais pas si c'est cette peur-là qui fait que les dirigeants ne le font pas, mais ils le payent très cher et malheureusement ce sont les civils de Goma et de l'Ituri de Kivu qui le payent. Donc un pays qui a ce genre de problème, je ne pense pas que ce soit la constitution qu'il faut modifier. Il faudrait vraiment qu'il y ait des assises nationales pour répondre militairement et avec d'autres moyens aux problèmes qui se posent dans l'est du pays. Lorsque le pays sera pacifié, on verra après s'il faudra modifier la constitution pour que X ou telle personne reste au pouvoir pendant des années ou pas. Alors, Firmin, ça me fait revenir sur votre première réponse, quand on a commencé ce sujet-là. Si on s'entend que modifier la constitution n'est pas un problème, dans le cas de la RDC, est-ce que cette modification est opportune? Vous posez des questions intéressantes. Elle est opportune pour celui qui la modifie. Elle est opportune parce que la personne veut rester au pouvoir éternellement, c'est tout. Elle est opportune en ce qui concerne le pays même. Est-ce que le pays a besoin d'une modification de la Constitution? Non. Le pays a besoin d'avoir juste une armée qui arrive à faire face à la réalité, qui arrive à combattre dans l'est du pays, qui arrive à régler des problèmes que soulève le Rwanda au pays. C'est tout. C'est tout. En ce qui concerne l'opportunité, on n'a même pas besoin de ça en réalité. S'il y a des sujets intéressants, on peut les insérer dans la Constitution. Mais en ce qui concerne l'opportunité, elle est opportune pour celui qui la modifie. Et j'aimerais dire quand même, rappeler une phrase de Nkrumah à l'époque: l'avenir de l'Afrique se joue au Congo. Si le Congo n'est pas sauvé, l'Afrique est foutue. Merci. Messieurs, j'espère que vous êtes amateurs de football parce que, à coutume, on va en parler, mais on parle ici de la légende Emmanuel Seyi Adebayor qui tire justement fin sur sa carrière de footballeur. Emmanuel Adebayor jubile pour la fin de sa carrière sportive. L'ancien capitaine des Éperviers du Togo a connu donc le jubilé a connu son apogée le 27 octobre dernier au stade de Kégué à Lomé avec un match de gala qui a été sanctionné par un score de 6 buts contre 4 en faveur de l'équipe de l'organisateur de l'événement. Un match qui s'est bien déroulé devant une foule immense, venant de divers horizons et qui a été marqué par un triplé de l'ancien international togolais et une parenthèse avec un jeune supporter qui a osé sauter de la tribune pour toucher Adebayor pour la première fois de sa vie. La photo fait le tour des réseaux sociaux. Beaucoup l'ont vu avec Adebayor tenant la main de ce jeune qui courait. Il a sans doute réalisé le rêve de sa vie là. Il a été arrêté par les forces de sécurité, mais Adebayor est intervenu pour libérer le jeune. Adebayor qui justement d'ailleurs a présenté ses excuses pour ses nombreuses gaffes tout au long de sa carrière. Avant d'aller au fond de la carrière, il faut le dire quand même assez impressionnant. Moi j'étais hors du pays il y a quelques jours. J'étais en Afrique de l'Est.
Et lorsque je disais aux gens, I come from Togo, ils ne connaissent pas ce que c'est. Et j'utilise toujours Adebayor comme référence. Do you know Emmanuel Adebayor? Ils disent, ah, yeah, I come from his country. Ah, yeah, he's a good player. On peut pas s'en cacher. C'est un immense talent, Adebayor. Oui, c'est un immense talent. C'est un immense. Moi, je dis Adebayor, c'est un talent. Je n'avais pas immense. Moi, je ne suis pas trop fan d'Adebayor. Ouais. Mais je le dis toujours, le football, c'est le subjectif, au fait. C'est le subjectif avant l'objectif. Moi, je vais m'exprimer beaucoup plus le subjectif avant l'objectif. En fait, moi, je ne suis pas trop fan de lui, mais ce qu'Adebayor a laissé au Togo, c'est son image à l'international. Parce qu'il y a beaucoup, lorsqu'ils vont à l'extérieur et ils disent « je viens du Togo », vous ne comprenez pas tout de suite. Mais quand vous dites vous arrivez du Togo, d'Adebayor, vous dites « ah bon, Adebayor, tout ça ». Et puis il y a une certaine affection qu'on vous porte tout de suite. Donc sur ce point, il a laissé quelque chose, cette image-là. À ce niveau-là, tous les Togolais peuvent lui dire merci. Tous les Togolais peuvent lui dire merci. Mais en ce qui on va parler de sa carrière. Mais en ce qui concerne le talent, moi je dis, je ne suis pas un grand footballeur, bien sûr. Mais en ce qui concerne les talents, moi j'ai déjà vu des talents. J'ai déjà vu des talents. Adebayor, c'est un talent, mais pour moi, il n'est pas trop exceptionnel. Adebayor. Oui, c'était un grand joueur. Que soit la polémique autour du personnage. Peut-être que le personnage ne fait pas l'unanimité, sa personnalité ne fait pas l'unanimité, mais je pense que son talent ne fait pas l'ombre d'un doute. C'était un très grand joueur qui a quand même eu le mérite d'être dans l'équipe togolaise qui a joué pour la première fois et la seule fois, pas la dernière fois, excusez-moi, la Coupe du Monde. Même si il n'a pas particulièrement brillé au cours de cette compétition, il a quand même le mérite d'avoir été dans l'équipe qui a qualifié le pays pour cette compétition et qui y a participé. Ce qui est dommage, c'est que depuis cette époque, le football togolais semble piétiner. Nous sommes rentrés dans un cycle de défaites. C'était même pas de défaite et de victoire. C'est un cycle de défaites et de matchs nuls. On ne sait pas vraiment d'où vient le problème. On ne sait pas si c'est parce que les talents que Firmin Tekoh Agbo connaît ne jouent plus ou ont disparu du pays. On ne sait pas d'où vient le problème. Mais j'aimerais quand même qu'Adebayor puisse jouer un rôle positif dans le football togolais à partir de ce jubilé, pour qu'il puisse apporter son expérience sur les terrains internationaux aux jeunes générations, pour qu'on ait un football qui fait encore sourire les Togolais. On se rappelle qu'en 2006, on venait de sortir d'une année très difficile en 2005, avec la mort du général Adéma, les élections qui se sont suivies. Le pays était vraiment dans un stress extrême lorsque 2006 est venu et que nous avons participé à la Coupe du Monde. Ça a été un souffle nouveau pour le pays, et je pense que les gens comme lui, après avoir brillé à l'international, doit maintenant briller à la fin de sa carrière dans le football local pour pouvoir avoir une carrière globale complète. Oui, Adebayor, je l'ai dit, il a demandé pardon. Je cite sa phrase. Aujourd'hui, devant vous, je demande pardon aux Togolais pour mes erreurs et mes écarts durant ma carrière. Je vous remercie également pour tout ce que vous avez fait pour moi. Si je suis devenu chéi, si je suis connu aujourd'hui, c'est grâce à vous, à votre soutien, à vos prières. Merci, merci et merci encore. À un moment donné, les gens regardaient cette star qui, disons, quelque part, j'ai envie de dire déviait. Ce qu'on attendait, le modèle d'humain qu'on attendait de lui, c'est pas ce qu'on voyait. Mais aujourd'hui, avec cette demande de pardon, c'est un peu comme une prise de conscience de lui-même pour se dire, je suis chéi, je suis immense et je dois me présenter autrement aussi. Oui, moi aussi, cela vient du fond de son cœur. On le suppose. On le suppose, n'est-ce pas? On le suppose. Moi, je me dis qu'en réalité, derrière Adebayor, moi, je trouve un problème. Je trouve un problème peut-être un peu... Bon, peut-être je peux me tromper, un peu psychologique. Quelqu'un, en réalité, peut-être qui a manqué de quelque chose. C'est l'enfant de rue. Est-ce qu'on peut aussi... Il ne faut pas aussi trop se pour ça. C'est le garçon de Kodjodia Kopé. Tout le monde sait ce que c'était à l'époque. Il a connu beaucoup de bas. Il a réussi aussi à gravir les échelons. On peut lui pardonner des frasques. Oui, mais regardez, les Ronaldo, le Brésilien, étaient des enfants de rue aussi. Ils étaient des enfants de rue. Oui, mais... C'est-à-dire, ici, en réalité, bon, arrivé à un moment donné, tout qui n'est pas enfant de rue, est-ce que nous sommes tous
Peut-être nous avons eu la chance d'avoir un certain encadrement quand on était jeune, peut-être ce qui lui a manqué, lui-même il a l'habitude de le rappeler, enfant de Côte d'Ivoire, copie tout ça. Mais quand vous commencez pas à gravir des échelons dans la vie, vous faites former. Vous avez peut-être des gens qui vous disent ce que vous devez faire en réalité. Mais peut-être c'est ce qui lui a manqué. Et donc, mais comme cela lui a manqué, et ça se fait voir ça s'est fait voir dans toute sa carrière. Regardez, il a eu à jouer beaucoup de clubs. Moi, ce pourquoi moi je le respecte, c'est le seul Togolais qui a eu à jouer dans la plupart, dans certains grands clubs internationaux. Monaco, Arsenal, Manchester United, Tottenham. Non, c'est pas Manchester, c'est Real. Non, Manchester City. Moi, je suis pas fan de foot. Je connais pas Manchester City, le Real Madrid, il a fait 6 mois à Madrid. C'est quelque chose de brillant. Sur ce point, on peut l'applaudir. Il allait même à Uruguay, Paraguay, quelque chose comme ça. Oui, je pense que c'était Uruguay, Paraguay. Même pas ça. Mais il a été sur la scène européenne pendant un certain nombre d'années. C'est quelque chose de brillant et de glorieux. Mais regardez, dans tous ces clubs-là, il a eu des problèmes. C'est là où vous voyez Adebayor. Il a eu des problèmes, il n'a pas été stable dans sa vie. Il n'a pas été stable, c'est ce que je lui reproche. Sinon, en réalité, moi, je connais quelqu'un qui a connu Adebayor depuis son enfance. Il m'a dit que ce Adebayor que lui connaissait, ce n'est pas lui, c'est Adebayor qu'il a retrouvé sur le terrain. Qu'en réalité, il n'a pas eu la chance d'avoir développé tout son talent, tout ce que Dieu lui a donné. Parce que ce garçon avait quelque chose de brillant. Mais son instabilité ne lui a pas permis de développer tout ce qu'il avait. Moi, le seul match que je garde pour Adebayor, et pour lequel je le respecterai toujours, c'est la CAN 2006. Togo, Cameroun. Le jour-là, il a joué comme un milieu, un attaquant. Je ne sais pas si vous pouvez aller chercher le match. Adebayor a été trop brillant dans ce match. C'est ça le talent d'Adebayor. Mais il ne s'est pas permis de continuer à développer. Même avant de quitter Arsenal, il a eu des déboires. Après, il a la City, il a eu des déboires. Il a Tottenham, il a eu des déboires. Donc, il n'a pas été stable. Donc, c'est ça qui ne l'a pas aidé. Moi, je pense que peut-être le problème dont je parle l'a toujours accompagné, mais ça n'est pas aperçu. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, vous voyez tous ces frasques. Regardez, il s'attaque à ces anciens joueurs, que le football que lui a joué, qu'il a joué, ces Anibobé, ces Kader. Non. Quand vous avez des gens, vous avez assez de gens qui sont contre vous, ne pourrez pas vous en sortir. Regardez, dans sa carrière, dans toutes ces fêtes qu'il a eu à organiser, est-ce que vous avez eu à remarquer ces anciens coéquipiers? Moi, je n'ai pas eu la chance de le voir. Vous l'avez eu? Non. Vous avez vu Kader, vous avez vu Agassak aussi? Abalo Dossé, Chérif Touré, vous ne les avez pas remarqués. Pourquoi? On ne peut pas me dire que tous ceux-là sont en train d'envier d'Adebayor. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer Kader. Tout récemment. Kader m'a dit qu'Adebayor, c'est un grand joueur. Il m'a dit qu'Adebayor, c'est un brillant. Mais il ne comprend pas que s'il a une aide à lui porter, peut-être il va lui. Kader, il a parlé de la façon la plus modeste. Il a dit Adebayor avait quelque chose d'exceptionnel. Mais tous ceux-là, quand vous voyez Chérif Touré, tous ceux-là reconnaissent qu'Adebayor avait quelque chose. Mais peut-être c'est son caractère qui a pris le dessus. Adebayor a bénéficié de quelque chose d'extraordinaire. Il a profité de quelque chose d'extraordinaire. Vous savez, au début du 21e siècle, en Afrique, il y a Canal+, à l'époque c'était CFI. Canal+ a commencé par s'implanter. Les vidéoclubs se sont multipliés. C'est pour ça que tous les matchs d'Adebayor étaient suivis au Togo. Quand Adebayor jouait à Monaco, on suivait ça dans les quartiers. Quand Adebayor jouait à Arsenal, les dimanches, on suivait ça. Les mercredis, on suivait. Donc on suivait régulièrement. C'est ce qui lui a permis d'avoir cette popularité. Donc partout Adebayor. Oh, bien avant lui. Mais c'était aussi un bon attaquant. Hein, c'est pas parce que vous pouvez jouer, mais si vous ne brillez pas. Oui, non, je ne refuse pas. Non, c'était un bon attaquant. Il marquait des buts exceptionnellement. Il y a un match qui s'est joué un dimanche. C'était en 2006 ou en 2007. C'était Manchester United Arsenal. Le seul but de la rencontre, c'était Adebayor qui l'a marqué contre Manchester City. Il avait brillamment joué. Il a quelque chose. Mais il avait profité. Bon, je pense que c'est Dieu qui lui a permis. Parce qu'à l'époque, les vidéoclubs se sont multipliés. De la médiatisation. Il y avait une révolution médiatique sur le continent. Donc partout, on parlait d'Adebayor. Et ça change la grâce que Dieu lui a donnée. Ça lui a permis. Et puis, Claude, la Coupe du Monde, la CAN, la qualification est arrivée en ce moment-là. Au moment où les vidéoclubs se multipliaient. Dans les églises, on parlait d'Adebayor. Prions pour Adebayor, prions pour l'équipe nationale. Et ils avaient une chance formidable aussi. L'entraîneur, tout cela avait joué. L'entraîneur Keshi, qui avait permis d'avoir une équipe. Oui, Keshi, c'était pas une Keshi. Parce que qui avait permis d'avoir une équipe.
avec l'entraîneur, on le respectait et ça avait permis d'avoir une équipe, d'avoir une cohésion au sein de l'équipe. Et à l'époque, beaucoup lui passaient la balle. Il y avait les Chérif Touré qui lui passaient la balle, les Dima, Oyaolé, les Oloufale qui lui passaient facilement la balle. Il n'y avait pas de rivalité, les cadets. Les 2 derniers buts pour qualifier la Coupe du Monde, c'était Kader Koubadia qui a. Mais la dernière passe, pour avoir le dernier but, c'était Adebayor qui partait de l'aile droite. Moi, je me rappelle très qu'il partait de l'aile droite et il a lancé la balle avec son pied gauche et Kader a repris la balle avec son pied droit. Donc, beaucoup l'aimaient, beaucoup l'appréciaient, mais sauf qu'il ne sait pas le caractère après le dessus. En même temps, Samson, quand Firmin parle de caractère, moi je regarde parce que dans ce jubilé, on a de grands joueurs qui sont venus. Etofis, les Nigériens, Okocha et tout ça. Ce que je veux dire, parce que je regarde aussi, je suis un peu l'actualité sur Eto'o. Est-ce qu'on peut être à ce niveau et ne pas être d'un caractère un peu... vous voyez ce que je veux dire? Bon, le caractère ou la personnalité sont des choses assez difficiles à changer. Il a parlé de Ronaldo, moi je lui parlerai de Ronaldinho aussi, qui n'a pas... qui n'a pas brillamment fini aussi. Donc, vous savez, parfois, quand vous vivez dans des zones comme Côte d'Ivoire, dans des quartiers où la violence est omniprésente, vous pouvez développer une personnalité qui vous fait croire que les gens veulent toujours vous tricher, vous veulent toujours prendre le dessus sur vous. Donc réagir souvent à l'extrême par rapport à des choses que vous pouvez juste prendre avec fair play. Je pense qu'Adebayor a conservé ce caractère-là. Et vous allez voir qu'à chaque fois que quelqu'un fait une sortie et que la personne parle dans un sens où il se sent attaqué, il pense qu'il doit répondre. Et répondre de façon virulente. C'est sa personnalité. Est-ce qu'à son âge, on peut changer de personnalité? Je ne sais pas. Ça, c'est à lui peut-être de faire un travail sur lui pour le changer. Mais sa contribution pour le football togolais reste quand même immense. Ça, il faut le dire. Il faut le reconnaître. C'est ce que j'aimerais dire. Et j'aimerais quand même que cette contribution-là puisse rejaillir maintenant sur le football actuellement qui est moribond. Justement, est-ce que Adebayor est valorisé aujourd'hui? Justement, le talent footballistique qu'il possède. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dites, mais ces rapports avec la fédération, avec le staff n'est pas au beau fixe. Donc, comme il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dites, on ne sait pas qui a tort, qui a raison dans cette histoire-là. Mais connaissant le personnage, je pense que peut-être, je ne dirais pas qu'il a tort, mais peut-être qu'il a surréagi à certaines situations. Et lorsque vous arrivez à ce niveau-là, souvent les gens espèrent de vous. En fait, les gens vous prennent pour un surhumain. Souvent, on ne voit pas une star avec les défauts quotidiens. Et c'est ce qui est dommage parce qu'une star reste quand même un homme. Un chef d'État reste un homme avec ses défauts et ses travers. Donc, les gens ont tendance à vous punir plus qu'ils ne puniraient une personne qui n'est pas à votre niveau pour le même comportement. Je pense que c'est ce qu'on reproche souvent à Adebayor. Mais je pense que si des deux côtés, chacun met un peu d'eau dans son vin, je pense que ce monsieur a quand même quelque chose à apporter au football togolais. Malgré la fin de son jubilé, il a quelque chose à apporter au football togolais. Moi, je me rappelle, il y a mon père qui m'avait dit ceci. À l'époque, on était très jeunes et puis il me parlait de Roger Mila. Il me demandait si je connaissais Roger Mila. Je lui ai dit oui. Il dit, tu sais pourquoi Roger Mila n'est pas allé trop loin? Il dit, c'est par rapport à son caractère. Qu'en réalité, vous pouvez avoir toutes les qualités. Mais quand vous n'êtes pas bien avec votre staff, quand vous n'êtes pas bien avec votre entraîneur, vous allez noyer votre talent. Et que c'est ce qui est arrivé à Roger Mila, et c'est pour ça qu'on ne lui a pas permis de développer tout son talent en Europe. Il a joué en France, mais Roger Mila, c'est pas ça qu'on devrait avoir. Je me rappelle, il y avait un match de la Confédération où le Brésil devait jouer, et à l'époque, on avait appelé tous les joueurs, et c'était Scolari. Scolari avait appelé à tous les joueurs, mais Ronaldo, le Brésilien, est arrivé peut-être 1 ou 2 jours avant. Et Scolari a dit non, tu retournes d'où tu viens. Parce que moi, je ne veux pas de stars dans mon équipe. Je veux des joueurs. Une équipe, c'est le meilleur joueur du moment. Donc, si tu te sens meilleur, tu dois faire exactement comme les autres. Donc, je pense que c'est ce qui a manqué un peu à Adebayor. Surtout quand on parlait de sa reconversion pour aider un peu le foot. Vous savez, je l'ai suivi sur les réseaux sociaux. Il dit, il est à la maison un jour, quand on l'appelle, et puis on dit, c'est le président de la fédération qui lui envoie carton d'invitation. En réalité, ce n'est pas responsable de dire ça. Mais si on vous envoie quelque chose, ça c'est administratif, vous appelez, vous rendez chez la personne. Ce problème, on n'a pas besoin que ça vienne sur les réseaux sociaux. Vous n'avez pas besoin. Et donc, alors que ceux-là, vous avez besoin d'eux pour briller, qu'ils le veuillent ou non, Adebayor a besoin de la ministre des Sports, Adebayor a besoin de toute la fédération. Mais vous aussi, vous pouvez vous sentir aussi brillant. Quand il voulait avoir accès aux joueurs, on lui a dit, tu n'y vas pas, tu n'y vas pas. Vous
pouvez avoir tout, mais si vous n'avez pas de respect pour ceux-là qui doivent vous élever, attendez, vous pouvez être né président de la République, mais s'il n'y a pas des gens qui votent pour vous, il n'y a pas d'armée, vous ne serez jamais président de la République. Ça, c'est vrai. Moi, je pense que c'est ce qui lui manque. Il doit savoir, il doit se refaire. Vous parlez d'Eto tout à l'heure, au début, Eto avait des comportements trop gênants. Mais vous allez voir qu'en réalité, Eto a gardé, je peux dire, son arrogance personnelle par rapport à lui-même. Il dit, je suis le seul, je suis le meilleur joueur. Mais quand vous voulez parler de la fédération et tout ça, là, c'est beaucoup, il devient beaucoup plus responsable. Et là, il est beaucoup plus responsable. Et où les gens le respectent. Donc, il a compris que pour atteindre un certain niveau, il faut se former. Mais si vous voulez parler de tout joueur, il dit non, Alain, c'est moi le seul. Je suis le joueur, je suis le meilleur. Vous voyez, au moins ça, on peut le regarder. Si Adébao dit, moi, je suis le seul joueur. Mais sans s'attaquer à deux. Eto ne s'est jamais attaqué à ses coéquipiers. Ni à Patrick Mboma, ni à Rigobert Song. Mais c'est ça, il les respecte toujours. Mais regardez, vous connaissez très bien Zidane. Zidane ne s'est jamais attaqué à Marseille Desailly. Mais quand vous posez des questions à Marseille Desailly, il dit non, Zidane, il est incroyable. Moi, j'ai suivi Zidane, on lui demandait les meilleurs joueurs avec lesquels il a joué. Il dit c'est Ronaldo, le Brésilien. Quand vous demandez à Ronaldo, les meilleurs joueurs avec il dit non, c'est Zinedine Zidane. Et ces gens ne se sont jamais attaqués à leur coéquipier. Il dit non, dans mon équipe, Thierry Henry, tout ça. Donc, mais lui, notre frère, grand frère, il s'attaque à tout le monde. Quand vous attaquez à tout le monde, vous n'irez nulle part. Donc, pour le compensement, je ne souhaite pas voir des bailleurs dans le football encore. Moi, je le souhaite parce que il a dit il lui serait difficile d'être entraîneur parce que il peut rentrer sur le stade et frapper tout le monde. Donc, il a un caractère un peu compliqué. Donc, il est impulsif. Donc, moi, ce que je peux lui dire, c'est que avec sa fondation, qu'il continue d'aider les jeunes, qu'il continue d'investir dans l'agriculture, qu'il continue de faire son sport du tennis et autres. Donc, qu'on l'oublie un peu dans le football, mais on lui dira bravo d'avoir apporté à ce pays-là, surtout sur le plan international, il a été brillant. On ne peut que l'applaudir. Alors, aujourd'hui, il y a des bailleurs donc, et le football, disons que, en tout cas... Le football professionnel, c'est fini. Vous le voyez comment pour demain parce qu'on a vu beaucoup de joueurs se reconvertir. Il y a des joueurs qui sont devenus artistes-chanteurs. Il y a d'autres qui sont dans le business. On sait qu'Adebayor, au-delà d'avoir été un grand joueur, est aussi richissime. Mais de toute façon, il doit continuer par faire multiplier son argent. Donc, vous le voyez se reconvertir. Je ne suis pas dans le secret des dieux. Je ne sais pas. Il a une fondation déjà avec qui il fait des choses assez intéressantes. Mais connaissant le personnage, je ne pense pas qu'il va laisser le football. Je ne pense pas qu'il va laisser le football. Je pense qu'il va continuer par vouloir jouer sa partition en guillemets dans le football togolais. On ne peut pas le lui interdire. C'est son choix. Mais s'il veut le faire, qu'il le fasse juste bien. Il peut prendre des exemples comme Georges Weah, justement, qui est le seul ballon d'or africain, international africain jusqu'à l'heure, qui a eu une reconversion très bonne. D'abord en tant que coach de son équipe, après il est devenu président, et récemment il a donné une leçon d'humilité au chef d'État africain en quittant le pouvoir après avoir été battu par son opposant. Donc il y a beaucoup d'exemples dont Adebayor peut s'inspirer. Je pense que toute la balle, une fois encore, est dans son camp. Est-ce que vous le voyez faire? Non, moi je. C'est compliqué. Quand vous voyez. Adebayor ne peut que jouer le foot. Adebayor n'est pas quelqu'un de stable. Donc Adebayor n'est pas quelqu'un de. Je dis quelqu'un de. Excusez-moi, ce n'est pas méchant, c'est quelqu'un de responsable. C'est-à-dire, vous lui confiez une responsabilité. Et c'est quelqu'un qui est là, qui aime toujours faire la fête avec ses amis. Regardez par exemple, le Brésilien Ronaldo. Je le sais toujours parce que je le suis beaucoup. Entre-temps, il avait acheté un club de deuxième division en Espagne où il était président. Mais après, il a été obligé de laisser le club. Parce que le gars, c'est la vie, en fait. Lui, on dit le club avait des problèmes. Lui, il prend sa femme et ses enfants, c'est pour aller passer des vacances. On a besoin de lui. Donc, je pense à Adebayor aussi d'être dans cette dynamique. Ronaldo, le président ne peut pas être un coach. Mais Zidane, vous voyez, c'est un homme discipliné. C'est quelqu'un qui a quelque chose, qui peut entraîner, qui peut coacher. Vous n'allez jamais voir Zidane dans quelque chose. Mais il y a des écoles de coaching qui forment le caractère d'abord aussi. Et puis... Les Zidane, ils ont compris cela et ils sont passés par là. Les darés que vous voyez aujourd'hui, ils sont passés par là. Mais c'est d'abord, est-ce qu'Adebayor peut se dire, ok, je vais aller fréquenter, je vais aller suivre des cours.
est-ce qu'il est là aujourd'hui? Est-ce qu'il peut? Pourquoi pas? Il peut se dire, bon, je me donne à ça, cet exercice. C'est que il a quelque chose, il se dit, non, il est footballeur. Et regardez, je ne sais pas si vous le suivez, mais quand je suis les réseaux sociaux, vous voyez peut-être une vidéo de 2 secondes, 3 secondes, quelqu'un qui est en train de danser devant sa piscine, ou quelqu'un qui est... Il vit la belle vie. Ça, ce n'est pas... Il a des milliards, on ne peut pas le lui reprocher. On peut pas le lui reprocher. C'est aussi un esprit. Vous n'avez jamais voir Zidane comme cela. Vous n'avez jamais voir... C'est des personnalités différentes aussi. C'est des personnalités différentes. Ça dépend de la responsabilité que tu veux embrasser. On ne voit jamais Drogba comme ça. On ne voit jamais tout comme ça. C'est comme ça. La dernière cérémonie... Même Essien, Michael Essien, on ne le voit pas comme ça. C'est Drogba. Même par contre, à Samoa Gyan, il chante même avec Castro à l'époque. Tu vois, donc, des personnalités aussi. Même pour les jeunes pour Eto'o comme ça. Et donc, oui, il s'est dit, bon, il faut que je sois sérieux parce que je suis président de l'Africa Foot. Ouais, en fait, c'est-à-dire, vous ne voyez pas de reconversion autre que de rester dans le football? Non, Adebayor. Mais jouer à quelle responsabilité en football? Non, moi je ne le vois plus en football. Il fera quoi? Non, il faut quoi? Bon, il joue au tennis, il s'occupe de sa fondation. Il n'est pas joué au tennis. Non, mais il s'amuse là. Mais ça, ce n'est pas une reconversion. Ça, c'est s'amuser. Ce n'est pas une reconversion. Non. Non, moi je dis, Adebayor, ce qu'il peut faire, c'est s'occuper de sa fondation et des enfants, c'est tout. Mais pas football, parce qu'Adebayor, pour moi, le football a besoin de sérieux. Adebayor n'est pas dans cette sphère. C'est comme quelqu'un, quand vous le voyez, vous dites, il se dit, j'ai déjà réussi. Et il a réussi. C'est une réussite. C'est un fait. C'est une réussite. C'est une réussite. C'est une réussite. Drogba, moi je dis par exemple, quand on veut parler des grands joueurs, moi excusez-moi de le dire, mais Drogba par rapport à Adebayor, il n'y a pas match. Drogba. Ça dépend. Oui, Didier Drogba. Ça dépend, c'est subjectif. C'est subjectif. Vous savez, ce qu'on fait à les gens disent que les Togolais n'aiment pas Adebayor, tout ça, mais vous allez à Abidjan, les Ivoiriens n'aiment pas trop Drogba. Mais les Ivoiriens aiment beaucoup Adebayor. Les Ivoiriens lui le prophète chez soi. Lui le prophète chez soi. Il aime beaucoup Adebayor. Les Ivoiriens aiment beaucoup Adebayor. Les Ivoiriens aiment beaucoup Samuel Eto'o. Ils se disent que Samuel Eto'o c'est leur beau, que Drogba là il est pas. Mais Drogba il s'est construit une personnalité. Mais le problème, ce qui va changer tout, c'est que Adebayor arrive à reconnaître qu'il manque de quelque chose et qu'il arrive à se construire une personnalité. Et se disent, c'est là où je veux aller. En tout cas, ce que nous on retient, c'est qu'Adebayor nous a fait un nom qu'on continuera par célébrer à l'extérieur. Bonne suite pour sa carrière. Toute la balade à son camp. Dans cette émission. Merci Samson. Merci à toi aussi. Merci à tous de nous avoir suivis. À samedi prochain.